Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Chef. Aujourd'hui, on se retrouve pour un talk, ce format qu'on propose une fois par mois pour prendre un peu de recul et s'emparer d'un sujet qui traverse en profondeur le monde de la restauration. On est en janvier, je vais pas vous faire découvrir le Dry January. En revanche, on peut se poser une question plus large. Est-ce qu'on est encore en train de parler d'un phénomène passager ou bien d'un changement durable dans notre manière de boire et donc de manger, de recevoir, de se restaurer? Les chiffres donnent déjà un premier éclairage. En janvier, les ventes d'alcool dans les restaurants français chutent d'environ 22%. Pareil pour les cocktails, la bière, le vin c'est près de 20%. C'est une étude commandée par notre partenaire Lightspeed qui éclaire ce phénomène, sauf que les chefs et les restaurateurs l'observent, cette tendance, elle disparaît pas au mois de février. Depuis quelques temps, elle s'est installée, ça évolue, elle oblige à repenser les cartes, les accords, l'économie même des établissements. On boit moins, c'est un fait. Et pour les restaurants, ça change beaucoup de choses. Alors pour en parler, j'ai réuni deux femmes qui observent et vivent cette tendance, cette transformation de l'intérieur. Sarah Missaoui, fondatrice de la cave Déjà Bu, une cave sans alcool, ouverte dans le 11e arrondissement de Paris, un lieu pionnier qui a anticipé bien avant tout le monde cette évolution des usages. Audrey Marquessa est aussi avec nous, directrice du secteur Bino, l'espace dédié au sans-alcool, au salon Wine Paris, qui se tiendra d'ailleurs du 9 au 11 février prochain, et qui témoigne d'un basculement désormais visible à l'échelle internationale. Avec elle, on parle de goût, de plaisir, de pression sociale, d'inclusion à table, de génération, de création liquide, mais aussi très concrètement de ce que ça change pour les restaurateurs. L'offre, le panier moyen, les accords, la relation au client. Je m'appelle David Ordenau, vous écoutez Chef. Et si ce podcast vous accompagne, pensez justement à vous abonner, à laisser une note, un commentaire, à le partager autour de vous. C'est ça qui lui permet d'exister. Et maintenant, place à la discussion. Voici un échange pour comprendre comment on boira demain et ce que ça dit, au fond, de notre rapport au plaisir et au collectif. Bonne écoute. On est au mois de janvier et il y a beaucoup de gens, comme moi je le fais sans le vouloir, qui font le Dry January. J'ai saisi ce prétexte, pas très original, certes, pour qu'on s'interroge ensemble sur la consommation d'alcool. Donc la France, qui est quand même le pays du vin de la table, c'est en général des piliers de notre culture gastronomique et on en parle souvent dans ce podcast. Est-ce qu'elle est en train de vivre un changement? C'est ce qu'on va essayer de décrypter, d'analyser. J'ai des études, j'ai des chiffres évidemment qui appuient le constat qu'on va peut-être tirer ensemble. En tout cas, en janvier, en ce mois de déconsommation de l'alcool, il y a des chiffres qui sont étonnants. Évidemment, la consommation a chuté. Les ventes d'alcool, là, elles ont chuté de 22%, notamment dans les restaurants. Voilà, c'est un chiffre qui est pas anodin, 22%. Est-ce que vous, chacune, l'une et l'autre, Audrey, Sarah, vous avez observé ces dernières années des changements de comportement et une chute avérée de la consommation des Français en termes d'alcool? Audrey? Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé l'espace sans alcool sur le salon de Wine Paris il y a 2 ans. En fait, je me trouvais à un événement à l'étranger avec des acheteurs qui viennent habituellement à Wine Paris, et je leur ai demandé ce qui leur manquait sur Wine Paris. Et c'est eux qui m'ont aiguillé vers le sans-alcool. C'est génial. Là, on est en train de se dire, et c'est intéressant, on parlera aussi de la genèse de l'endroit dans lequel on enregistre, qui est quand même un des temples du sans-alcool à Paris. Là, on se parle d'un événement Wine Paris, qui a lieu bientôt d'ailleurs. Oui, tout à fait, du 9 au 11 février. Boum. C'est un événement qui place le vin au centre de tout. Et là, ce qu'on vous dit, oui, il manque quelque chose au cœur de cet événement. Exactement. C'est un lieu, un secteur, un segment pour présenter le sans-alcool. C'est ça. Donc, c'était des acheteurs vins et spiritueux qu'on avait invités pour ce rôle-là. Et quand je leur ai demandé ce qui leur manquait à l'heure actuelle, ils m'ont dirigé vers du sans-alcool. Donc, c'était au mois de septembre. J'avais l'édition de 2024 qui arrivait quelques mois après. Il faut qu'on fasse quelque chose. Exactement. Et je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas essayer de créer un petit espace dédié au sans-alcool? Qui existe désormais. Alors, du coup, c'était un petit espace qui a bien grossi entre 2024 et 2025. Et donc là, à partir de 2026, on lance le salon Bino dédié au sans-alcool. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas Bino, ça signifie?
No, sans alcool. Ok, donc c'est Tout être à sans fait. alcool, en fait. Vivre le sans Vivre alcool. le sans alcool. Donc, à la base, c'est vrai que quand on a créé cet espace il y a 2 ans, c'était le low et le no. Mhm. Et là, on a voulu vraiment un espace sans alcool, dédié Ah ouais, au c'est sans très alcool. assumé. Alors pour les gens qui Exactement. n'auraient pas forcément ces références-là, l'eau, c'est-à-dire consommer moins, ralentir, et no, c'est carrément ne plus consommer d'alcool. Voilà. C'est qu'on va sur le sans alcool ou sur voilà. Après, selon les réglementations d'un pays à un autre, le no, finalement, est pas toujours 0%. Ouais. On va dire, c'est entre 0,5 et 1,2% selon les pays. Mais oui, on a décidé de se lancer sur le sans-alcool et vraiment dédier un espace aux producteurs donc ça va être du vin désalcoolisé, des spiritueux sans alcool, ça va être tout ce qui est boissons fermentées, des sparkling tea. Donc voilà, toutes ces alternatives à un verre de vin, un verre d'alcool. Ouais. Voilà. Il y a un endroit qui avait flairé l'histoire depuis un petit moment. C'est l'endroit où on se trouve aujourd'hui, déjà bu. On est dans Paris, on est rue Popincourt. Sarah, on peut tous se tutoyer, hein. Bien sûr. On peut. C'est toi qui as eu l'idée, en tout cas la vision, il y a quelques années, parce que là on fait tous les malins, on se dit bah oui, le sans alcool, oui, ça va de soi, on peut plus faire. Il y a quelques années, c'était pas la même chose. Exactement. Moi, j'ai ouvert en 2023, donc avant que Wine Paris dédie un espace dédié, enfin un espace pour le sans alcool. Avant que plein de gens ne parlent du sans alcool. Bien hein. sûr. En avant fait, que plein de gens comprennent l'importance du sans alcool. Donc février 2023, j'ouvre la boutique. Tout le monde se demande ce que je fais là. On est en plein cœur du 11e arrondissement, dans un quartier très vivant où il y a beaucoup de cavistes, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de bars. Mais moi, depuis le début, je suis convaincue par l'intérêt de ce type de produit, par l'importance que ça va prendre et par le fait que il nous manque cette proposition sur le marché. Et 3 ans après, je peux vous dire que j'ai flairé la bonne affaire, puisque on est toujours là, on grandit, l'intérêt aussi. J'en ai même fait un livre, le guide du sans-alcool aux éditions Marabout. Très beau Donc, livre, dire, très beau livre. À quel point ça a gagné à la fois en popularité et puis aussi en nouvelle habitude de consommation pour les Français aujourd'hui. Audrey nous racontait qu'il y avait une rencontre avec des acheteurs, des gens qui sont demandeurs, qui avaient éclairé les choses justement, et ce besoin récent. Toi, en l'occurrence, comment elle est venue cette idée? Parce que toi, tu te l'es dit à toi-même, tu t'es dit en fait, il y a un truc là. Moi, c'est mon histoire personnelle en fait. Je me dis, voilà, je suis pas une consommatrice d'alcool. Tu l'as jamais été? J'ai bu, mais j'ai jamais aimé ça. Donc, j'ai pas la culture de l'alcool, j'ai pas appris à boire. Donc, en fait, tu le fais pour faire comme tout le monde. Parce que t'es jeune, il y a la pression sociale. Quand tu bois pas d'alcool en France, c'est pas évident. Ça l'est de plus en plus grâce à des lieux comme Déjà Bu. Mais c'est vrai que quand t'es en groupe, quand t'es dans le milieu professionnel et que tu bois pas d'alcool, t'es souvent pointé du doigt. Et donc, tu te retrouves à boire de l'eau pétillante ou un soda. Et franchement, passé la vingtaine, t'as plus trop envie de voir ça, quoi. C'est plus, c'est ça le vrai truc. truc. Pas très c'est intéressant, chiant, quoi. En Ouais. fait. Les alternatives. Et puis en plus, chiant, tu te fais pas du bien en buvant un coca, quoi. Tu En prends plus, pas plaisir, c'est pas non plus la folie. Et donc, quand je découvre qu'il existe des spiritueux sans alcool, des vins sans alcool, je trouve ça génial. Je me dis, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Et quand je cherche à en boire dans des lieux de partage, dans des bars, dans des restaurants, je ne trouve pas. Il y en a pas. Et donc, Prenez je me suis un dit, Perrier en fait, ou un Coca-Cola. Ah ben non. si ça n'existe pas, faisons-le. Si personne ne veut proposer, parce que du coup, tu demandes quand même. Tu rentres dans un resto, il y a pas, tu te dis, mais vous savez que ça existe. Et en fait, on trionnait en disant, non, mais on a du sans-alcool à la carte. Regardez. Oui, bah, on a une Vitelle, un Perrier, un Coca, super. Ouais, soit de l'eau, soit des mauvais sodas. Exactement. Mmh. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, c'est un peu né d'une frustration, en fait. La frustration de pas pouvoir trouver d'alternative. Des choses qui me font plaisir. Donc, je me suis dit, OK, dans ce cas-là, faisons-le. Et là, on est en 2022, en fait, quand l'idée vient, et puis le temps d'installer les choses, qu'on me fasse confiance aussi. Il a fallu attendre début 2023. Notre partenaire Lightspeed m'a fourni des chiffres parce qu'il faut savoir que cette entreprise produit des études parfois et s'intéresse de très près à ce que vivent les restaurateurs. Et en l'occurrence, on parlait de la chute de cette consommation dans les restaurants français. Ça touche aussi les cocktails parce que là, on se parle de spiritueux, moins 26% en janvier 2025 sur les cocktails, moins 25% sur la bière. On le disait, 22% sur les ventes d'alcool de manière générale, hein, en moyenne.
C'est une baisse qui est plus marquée en France, bizarrement. C'est ce que dit l'étude, que chez la plupart de nos voisins européens. C'est quand même particulier. Je ne sais pas si vous l'observez, chacune depuis l'endroit où vous travaillez. Pourquoi les Français marquent cet amour un petit peu sinusoïdal? C'est un peu bizarre. Le vin est hyper important et on déconsomme plus vite, de manière plus importante que les autres. Audrey, est-ce que vous le voyez, autour de Wine Paris, par exemple? Non, moi, je ne le vois pas parce que je travaille avec beaucoup de producteurs internationaux aussi. Il faut dire que le sans-alcool, je ne sais pas si toi, tu l'as noté, Sarah, nous, ça a commencé avec beaucoup de producteurs qui venaient plutôt d'Europe du Nord. Donc, on avait beaucoup de Scandinaves, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Belges. Et la France qui est produisait arrivée... à produire du... Tout à fait. D'accord. Oui, je pense. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne le vin désalcoolisé, je pense qu'ils ont un petit train d'avance. Ouais. C'est quoi? C'est en termes de technologie, oui, ça doit être de la R&D. Non, et puis je pense. Culturel. Ouais. Oui, les vignerons en France, ils ont un peu d'appréhension avant de se lancer dans le sans-alcool parce que c'est pas très bien vu autour d'eux par la communauté des vignerons, par les groupements. Ouais, c'est très compliqué. Donc prendre la décision de désalcooliser, c'est pas simple. Et ils ont peur. Peur de quoi? Peur qu'on vienne leur prendre des parts de marché. Mais alors là, c'est toujours pareil, pardonnez-moi, mais si on parle du vin, justement, est-ce qu'il vaut mieux pas se dire, c'est un peu l'intelligence artificielle, est-ce qu'il vaut mieux pas se dire, ok, c'est la tendance, il vaut mieux que j'en sois, plutôt que de laisser les... Oui et non, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, nous ici, on propose que des boissons, enfin que des vins qui sont produits par des vignerons, qui font du vin. D'accord. Je pense que si on met pas le même amour, la même passion, le même intérêt pour son vin désalcoolisé, ça ne marchera pas. Si on essaye de juste désalcooliser un mauvais vin, ça ne marchera pas. Dire que mais il faut l'entendre, cette demande, c'est ça que je veux dire. Ah oui, c'est important de se dire et on se dit pourquoi pas y aller aussi. Et que finalement, on parlait donc de la déconsommation. Moi, je pense que plutôt que parler de déconsommation, j'aime bien parler d'évolution. C'est-à-dire que on évolue dans notre manière de consommer. On consomme moins de viande, on fait globalement plus attention à nous. Et aujourd'hui, on en est arrivé à faire attention à ce qu'on boit et comment on boit. Donc, on veut boire mieux, mais moins. D'accord. Donc l'automatisme de la boisson nous on remarque ici tous les trentenaires ils essayent vraiment de se détacher de ça. Ah oui. Alors que pour beaucoup, je dirais toutes les personnes de 50 ans et plus, le verre de vin à table, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Ouais. Et c'est plus difficile de s'en détacher. Et souvent, quand ils essayent de s'en détacher, c'est pour des raisons de santé. Alors que quand on est plus jeune, on a déjà conscience de ce qui peut arriver si on continue comme ça et on essaye déjà de se détacher des automatismes. C'est une évolution comme le fait de manger moins de viande et qu'il arrive des fois où on mange des plats végétariens et c'est ok. Il y a pas de problème avec ça. Donc je suis pas sûre que ce soit vraiment la déconsommation, c'est pas un mot qui c'est un peu réducteur. Parce que je pense que justement on va certainement en discuter, mais si les restaurateurs avaient des vraies propositions sans alcool, les Français consommeraient ces propositions et dépenseraient quand même au restaurant. On va rentrer là-dedans. Je suis plutôt de cet avis. Audrey, moins mais mieux, c'est une tendance que vous observez. Vous, Wine Paris, c'est quand même un événement où on aurait plutôt tendance à dire les gars, il faut pas consommer moins, il faut continuer à consommer, y aller plus. Est-ce que c'est quand même quelque chose avec lequel vous devez jouer désormais, cette tendance-là? Tout à fait. Et oui, on a la double casquette. Donc oui, dans tous les cas, notre rôle, c'est aussi d'aider les producteurs de vin. On n'est pas du tout là en lançant Bino pour les enfoncer. Loin de là, pour nous, le sans-alcool, il vient en complément du vin classique et non en opposition au vin. D'ailleurs, on a beaucoup de maisons de vin qui vont participer à Bino avec leur gamme de sans-alcool. Donc, on en a plusieurs comme ça. Il y en a pas mal qui se sont tournés, qui ont fait de lourds investissements justement pour tout le process de désalcoolisation. Ouais. Parce que oui, ça coûte cher en fait de désalcooliser. C'est pour ça des fois le consommateur final a un petit peu de mal à comprendre pourquoi le sans alcool coûte aussi cher. Sans alcool et pourquoi il me coûte le même prix voire plus cher. Mais en fait, ça coûte cher de produire du sans alcool. Donc certains producteurs de vin suivent cette tendance aussi et lancent leur gamme de sans alcool aussi pour s'adapter aux besoins des consommateurs derrière. Et puis bien sûr, on a tout ce qui est producteurs de sans-alcool et qui ne font que ça parce qu'il y a une véritable conviction. Donc là, plutôt comme disait Sarah tout à l'heure, une vraie conviction de on boit moins, on boit mieux et quali. On voit qu'il y a un vrai souci de premiumisation dans le sans-alcool
Je dirais que ce soit dans la recherche du goût, où là vraiment ces dernières années pour le coup ils ont fait énormément d'efforts là-dessus. Tout ce qui est storytelling qui est extrêmement fort aussi avec certaines marques de sans-alcool, des packaging qui sont très recherchés aussi. Donc on voit qu'il y a ce souci de premiumisation pour pérenniser la chose. Et aussi. puis aussi pour combattre toutes les idées reçues. Parce que moi, je le vois ici au quotidien. C'est pas toujours simple. Chez les clients, quand ils entrent ici, souvent ils pensent que dans les bouteilles de vin il y a du jus de raisin, par exemple. C'est pas du jus de raisin, donc il faut réexpliquer. Tout le monde pense que c'est sucré. Non, c'est pas sucré. Tout le monde pense que c'est chimique. Non, la désalcoolisation, c'est pas mettre des produits chimiques dans le vin pour que l'alcool s'évapore. Non. C'est faire chauffer. Voilà, il faut toujours réexpliquer et combattre toutes ces idées reçues parce que effectivement, c'est pas du jus. Parce que si c'était du jus, effectivement, vous pouvez là, pour aller le coup, ce serait n'importe plus simple. où, voilà. Ça coûterait beaucoup moins cher et dans ce cas-là, je comprends qu'on soit déçu. Il faut pas oublier que c'est plein de petites marques artisanales aussi, alors évidemment, il y a des grands groupes qui désalcoolisent, mais il y a beaucoup de petites marques, notamment dans les apéritifs, les spiritueux. C'est des gammes assez importantes chez nous, qui produisent peu. Tout est bio. Il y a beaucoup de choses sans conservateur. Donc voilà, effectivement, on est vraiment dans le qualitatif. Et ça nous demande à tous, autant les marques que nous, revendeurs, comme j'ai déjà bu, beaucoup d'efforts pour expliquer au consommateur final que c'est propre, c'est quali, c'est premium et c'est loin d'un soda ou d'un jus de fruits tétrapack. Oui, il y a une méconnaissance. De fait, il y a une méconnaissance. Ouais. Audrey, est-ce qu'on voit une frilosité? On se parle justement des vignerons. Certains ont déjà compris qu'il y avait peut-être quelque chose ou ont eu envie, en tout cas, de répondre à cette demande du sans-alcool en désalcoolisant ou d'autres en produisant d'autres liquides, j'ai envie de dire, d'autres boissons sans alcool, pas forcément du vin désalcoolisé. Est-ce que il y a une fébrilité dans le monde du vin eu égard à ces constats qu'on fait là? Oui, alors on sent que de toute façon la consommation globale chute à vue d'œil. Donc oui, en effet, ils essayent de trouver des leviers. Donc il y en a beaucoup qui lancent des gammes de vins sans alcool. Ah ouais. Ça se voit un petit peu moins dans les spiritueux. Souvent, les spiritueux, c'est plutôt une marque dédiée au sans-alcool qui ne sera que sur ce créneau-là. Mais oui, chez les producteurs de vin, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve comme alternative? Parce que ici, pour le coup, il y en a plusieurs et je me réjouissais à l'idée de voir derrière nous, il y a toutes ces étagères remplies de propositions pour tous ceux qui veulent boire un verre cool le soir et qui ne soit pas alcoolisé, enfin avoir quelque chose d'un peu complexe, d'un peu intéressant, avoir du goût en fait, sans forcément de l'alcool. Donc réjouissant cette adresse pour ça. Qu'est-ce qu'on a en dehors du vin désalcoolisé dont on parle beaucoup depuis le début? Qu'est-ce qu'on trouve justement comme alternative? Bon, le vin désalcoolisé, ça reste quand même le produit qui suscite le plus de curiosité, de questions, d'intérêt. Ça reste. Et pourquoi? Parce que les gens, d'accord. Les gens sont attachés au vin quand même. Ouais, il y a un truc. Donc il y a quand même quelque chose autour du vin. On a des bières, évidemment. Après, la bière, c'est plus connu. Ça fait un petit moment qu'on en trouve en GMS. Parce que les industriels, ils sont allés beaucoup plus tôt, donc, là. Ils ont quand même l'habitude de consommer de la bière. Après, on essaye de trouver des bières craft, artisanales, parce que pareil, il y a beaucoup de petites brasseries qui se mettent à faire de la bière sans alcool. Ouais. Voilà. On a, dans ce qui ressemble à de l'alcool, évidemment, les spiritueux. On va avoir aussi, je sais pas, du cidre, par exemple. En ce moment, c'est la galette. Beaucoup de cidre en vente. Et puis après, on a plein d'autres boissons qui ressemblent pas à de l'alcool. Et là, effectivement, il y a des vignerons qui nous proposent des boissons à base de raisins, de fruits, de plantes, qu'ils ont sur leur domaine et qui transforment ça en très belles boissons. On a aussi des boissons à base de thé qui gagnent beaucoup de parts de marché parce que le thé, souvent c'est sans sucre, ça peut être assez complexe, ça peut être torréfié, fumé. Hyper intéressant, même pour les restaurateurs. Exactement. On en parlera. Les Bien accords sûr. que ça ouvre un monde. Donc c'est pour ça. C'est des boissons qui en ce moment gagnent beaucoup de place. On a tout ce qui est apéritif.
On a vu, un petit peu moins en ce moment, mais beaucoup de boissons à base de sureau, beaucoup de boissons à base de verjus. Pareil, le verjus, c'est le travail de la vigne différemment, mais c'est quelque chose qu'on exploitait peu et qui aujourd'hui se retrouve dans pas mal de boissons. Hyper agréable. Et puis on a quelques softs artisanaux là aussi. Alors il y a les boissons fermentées, kombucha, kéfir, mais pareil qu'on peut trouver assez facilement en supermarché. Oui et non, hein. Parce que là, j'arrête justement à cette attitude et bon, kombucha, kéfir, comme si c'était, parce que pour toi, qui a ouvert une cave sans alcool, forcément, il y a 3 ans, kombucha, kéfir, c'est comme si nous on parlait d'eau minérale. La vérité, c'est que ça ne se trouve pas facilement. Si tu vas dans n'importe quelle grande surface en province, en dehors de Paris, même dans Paris. Oui, effectivement. Voilà. Si tu vas dans n'importe quel, moi-même, je vis pas dans Paris, je suis allé au supermarché ce week-end, je n'ai pas trouvé de kombucha. Ok. Et en GMS, ça n'existe pas. Non, mais ça n'existe. On en a encore là, en vrai. Ok. Voilà. Alors à Paris, c'est vrai que souvent les clients, quand ils entrent ici, nous disent oui, alors pas du kombucha, parce que dans tous les magasins bio alentours, on en trouve assez facilement. Et on n'en trouve pas dans 98% du reste des magasins. Voilà. En fait, dans la Après, c'est des boissons qu'on peut faire à la maison. Voilà. Je vous invite à regarder dans mon livre, il y a les recettes, le kéfir, le kombucha. Moi, mon kéfir, je le fais toute seule chez moi. Hyper marrant à faire en plus. Voilà, hyper pratique, hyper rapide. Pas la même recherche. Si kombucha, kéfir, j'ai l'impression que en fait, il y a quelque chose de fermenté et c'est ce qui est intéressant parce que souvent on cherche quand même effectivement de la complexité et peu de sucre. Et sur les kéfirs, les kombucha, c'est peu sucré, ça peut être un peu fruité, mais le côté fermenté, c'est quelque chose de très important parce que justement, on reste pas sur quelque chose de rond, sucré, enfantin quoi. Un enfant en général, il n'aime pas le goût du kombucha ou du kéfir. Donc c'est quelque chose qui est très recherché et qui est très utilisé ou travaillé dans les restaurants parce que c'est quelque chose de facile à faire et en fait, on peut tous le faire à la maison. Donc c'est vrai que c'est pas des produits qu'on trouve facilement chez Déjà Bu parce que pour moi on les trouve facilement partout. Et je pense qu'il y a une vraie notion de santé, bien-être, nutrition avec le kéfir et en trame de fond de toute façon. Le kombucha, tout à fait. Alors que finalement je trouve qu'avec le vin désalcoolisé, il y a davantage cette notion de plaisir plus que de OK, je vais me faire du bien, je vais prendre un verre de vin désalcoolisé. En fait, c'est pas tant je vais me faire du bien avec le verre, mais c'est je vais me faire du bien en arrêtant de boire de l'alcool. Ouais, tu sais, moi je vais dire. Sur le long terme. Moi, je comprends pas le vin désalcoolisé. C'est un truc que je n'ai toujours pas compris cette histoire. Je comprends le vin. Pour moi, toutes les choses qu'on dérive de leur nature première me sont suspectes. Le vin doit rester du vin. Si on veut une alternative au vin, il y en a 1000 autres. Il y a 1000 choses. Il y a on s'est parlé de kombucha, on s'est parlé de kéfir, il y a des thés, il y a 1000 manières d'accompagner un repas autre que le vin. Pourquoi les désalcooliser le vin? Je n'ai toujours pas compris, si ce n'est sauvegarder un secteur et économiquement trouver une solution. Mais en termes de goût, bon, je comprends pas qu'on ait fait ça. Mais pourquoi pas? Alors, je trouve ça un peu dur. Pas tant, parce que honnêtement, moi c'est pas le truc que je consomme le plus. Ouais. Ok, mais parce que c'est pas dans mes habitudes et c'est pas quelque chose dont j'ai besoin ou que j'ai jamais. Enfin voilà. Moi, c'est ok de pas boire du vin, voilà. Mais pour le coup, je parle pour mes clients parce que nous, on le voit beaucoup ici. Toutes les personnes qui peuvent plus boire pour des raisons de santé, toutes les personnes qui, mais ne serait-ce une femme enceinte. Bien sûr. C'est la première fois pour laquelle on va en général tous chercher du vin sans alcool, c'est de se dire attends, on va trouver un truc. Mais souvent, elle en a envie et ça lui fait plaisir. Donc c'est vrai qu'on revient à cette notion de plaisir. En fait, quand on a le choix et qu'on peut boire du vin, oui, autant boire une belle bouteille de vin. Mais quand pour une raison X, Y, on peut pas et qu'on peut boire du vin désalcoolisé qui nous ramène à ce plaisir qu'on a eu. Il faudrait déconstruire cette idée que le plaisir ne passe que par le vin, mais ok. Voilà. Ok. Et vraiment, aujourd'hui, on fait plaisir à beaucoup de monde grâce à ça. Et encore une fois, là, c'est le mois sans alcool. Vraiment, tout le monde veut du vin. Tout le monde vient chercher du vin parce que c'est la chose qu'on a l'habitude, parce que c'est aussi des habitudes qu'on a de poser sur la table, d'emmener avec nous quand on va à un dîner. Exactement. Et donc du coup, ça reste quelque chose de très important. Et encore une fois, je pense que oui, tout le monde ne le comprend pas. Et je sais que dans le milieu de la restauration, beaucoup sont contre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même s'ouvrir à ça, parce que notre mission principale pour nous cavistes ou les restaurateurs qui écoutent aujourd'hui ce podcast, c'est de faire plaisir.
Et il faut pas se fermer à ça parce que autour d'une table, il peut y avoir 4 personnes et peut-être qu'une des 4 personnes va vouloir un verre de vin sans alcool, mais sur le moment, vous allez vous dire, en fait, j'ai pas envie de lui servir ça, mais elle, certainement qu'elle va se sentir encore plus inclus dans le moment. Elle va avoir le même verre avec un liquide qui ressemble, potentiellement le même cépage. Et il y aura juste de différents l'absence d'alcool, quoi. Ouais. Et c'est hyper important. Vraiment, moi, c'est vraiment là-dessus que j'aime insister parce que au final, c'est vraiment ce qui compte, c'est de pouvoir créer ce moment de partage. Ouais, d'inclure et de garder le lien. Là, en entreprise, typiquement, nous en ce moment, on a plein de demandes. Ouais. C'est fini ça maintenant dans les pots alors, d'entreprise. Il y a plus d'alcool, mais par exemple en 3 ans on en a fait beaucoup des pots d'entreprise et parfois on nous appelait juste pour nous dire en fait on voudrait juste 6 bouteilles de pétillant pour ceux qui vont pas boire d'alcool. Ah oui. Il y aura du champagne. D'accord. Okay. Mais en fait pour que les autres ils aient le même verre, la même flûte, le même liquide. Ouais. Et juste ça, c'est hyper important et c'est génial en fait parce que du coup, t'as plus cette pression sociale, t'as plus ce regard un peu différenciant. Quand on est une femme, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a toujours des questions maladroites, on va dire ça comme ça, ou malvenues qui pop. Et là, grâce à ça, ça change tout. Donc le vin. Non mais ça a une fonction. On est d'accord. Ça peut avoir une fonction et c'est hyper. Pour moi, c'est hyper important. Par rapport au monde du vin, des vignerons, qu'est-ce qui va se passer en fait en gros? Parce que quand on voit la vague se lever, quand on parle de cet enthousiasme-là, moi je me dis, bon quoi en fait, il y a un tiers des châteaux qui n'existera plus dans 10 ans. Comment quand on est je sais pas, je me pose des questions moi parce que alors il y a d'autres problèmes en ce moment autour du vin, voilà, la géopolitique entre aussi en jeu, les taxes entrent aussi en jeu, mais si on reste sur notre sujet, à savoir cette envie de consommer différemment, concrètement, économiquement, quand on projette les choses, ça donne quoi? Vous, par exemple, qui êtes des observateurs de premier plan, en fait. Alors, les projections disent que d'ici 2028, la part du sans-alcool représentera 4% des boissons au global. Donc, Audrey, est-ce qu'on est en train de se dire qu'on fait un truc sur un épiphénomène là, qu'en fait ça ne concerne personne? Non, 4%, moi j'ai l'impression que tout le monde va s'y mettre. Non, parce qu'aujourd'hui ça représente quoi, 1%, je crois. Ah ouais. C'est minime pour l'instant. C'est minime. On nous voit comme une menace en permanence. Mais oui, c'est ça. C'est minime. Alors que non, que non. Ah moi le premier, je me disais que la France allait basculer. Ah non. Non, mais surtout la France. Ça relève la régie au ciel, non, mais n'importe quoi. Pays producteur de vin, non, c'est pas pour de suite. Mais en effet, par contre, on note, on parlait de la génération tout à l'heure, ils sont allés interviewer la Gen Z. 65% de la Gen Z est intéressée par les produits sans alcool. Ah ouais. Je veux dire que je ne suis pas de la génération Z. Moi, on m'aurait interviewé au même âge, je pense, et mon entourage, je pense que... On rigolait. Non, exactement. Oui. On parlait de pression sociale tout à l'heure. Oui, c'était ça. Et ça l'est de moins en moins. En effet, tu bois pas d'alcool, c'est OK. De toute façon, il y a des alternatives, donc il y en a pour tout le monde. Donc non, alors j'irai pas jusqu'à dire épiphénomène, mais oui, le sans-alcool pour l'instant, c'est minime. D'accord. C'est minime et ça va l'être c'est hyper encore. Important voilà. C'est juste que les chiffres sont tellement impressionnants de croissance. On attend c'est plus de 10% de croissance annuelle jusqu'à 2028. Ah ouais. C'est énorme. C'est hyper engageant économiquement. À la consommation globale qui baisse un peu tous les jours. Donc, et les vignerons de Wine Paris, ils étaient toujours aussi nombreux à s'inscrire finalement. Et plus nombreux. Voilà. Donc je pense que oui, ils souffrent. Moi, je vais les voir régulièrement parce que voilà, je trouve ça important et intéressant d'aller au plus près des vignerons et voir comment ça se passe sur le terrain. On sait qu'ils souffrent, on sait qu'il y a beaucoup d'arrachage de vignes et c'est triste, mais je pense que c'est aussi c'est pas forcément corrélé à ce phénomène du sans-alcool. C'est aussi l'occasion pour chacun de repenser un peu sa manière de produire, sa manière de vendre, sa manière de proposer son produit. Donc voilà. Après, c'est très ancré. On est vraiment dans quelque chose où je pense qu'on pensait, en tout cas dans le milieu du vin, que c'était acquis.
Et donc là, il faut faire évoluer ce secteur et pour l'instant, c'est encore un peu vieillissant. C'est intéressant ce propos, c'est-à-dire de ne pas faire de l'idée du sans-alcool une menace, mais plutôt l'idée que deux choses vont de manière complémentaire coexister désormais. Et ça rejoint ton idée d'évolution, en fait. Ouais. On est là-dedans, en fait. Calmons-nous, il n'y a pas de... Parce que alors, ouais, pour remettre aussi les choses en place... je dirais que 75% des clients de Déjà Bu sont des personnes qui consomment du vin. Ouais. Parfois, ils sont passés chez le caviste traditionnel juste avant ils ont leur bouteille et ils viennent chercher une autre bouteille. En fait, c'est vraiment pas en opposition. Ils consomment de l'alcool, juste ils se réservent des moments de consommation d'alcool où ils vont boire une bonne bouteille et plus au quotidien, à tous les repas, une mauvaise bouteille, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'autrefois, on était vraiment dans soit on boit de l'alcool, soit on n'en boit pas. Et alors qu'aujourd'hui, en effet, on peut boire de l'alcool régulièrement. Et puis, de temps en temps, ben non, là, je fais une petite pause. On comprend. Exactement. Enfin, c'est un peu plus admis, un peu plus compris, et ça soulève pas les questionnements, enfin, de moins en moins, en tout cas, les questionnements que ça pouvait et puis, c'est pratique. Avant. C'est pratique, en fait. Je conduis derrière, j'ai une réunion derrière. Enfin, on voit de plus en plus des déjeuners professionnels. Bon, après, il y a toujours mille raisons de pas consommer d'alcool, hein, parce qu'on conduit tous derrière, on a toujours quelque chose derrière. Si on va dans le cœur du sujet, sur la table justement, dans les restaurants, pour les chefs, là en l'occurrence, c'est un vrai game changer, j'ai envie de dire, parce que malheureusement, beaucoup de chefs ont pensé la carte des vins comme une carte de coef. C'est un pilier économique d'énormément d'adresses. Et là, ça devient très problématique, parce que quand on retire le pilier d'une structure, c'est un peu plus gênant. Et ça, c'est vrai, il y a moins de vin qui se vend à table dans les restaurants, et c'est un manque à gagner énorme. Ça pose plusieurs questions. La viabilité du modèle originel. Peut-être qu'elle n'est pas hyper bien pensée, qu'il faut la repenser en profondeur aussi, à savoir ne plus s'appuyer sur le vin. Et donc là, comment on fait quand on est restaurateur? Est-ce que vous percevez les craintes? Est-ce que vous recevez le discours des chefs, des restaurateurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça, si vous les entendez? Moi, je dirais déjà qu'il y a plusieurs choses. Hein. Il y a pas, c'est pas le sans-alcool ou la baisse de la consommation. Je pense qu'on l'a tous constaté, une baisse du panier moyen global, parce que voilà, l'inflation a fait que qu'on dépense moins. Nous aussi, on l'a vu ici. On a augmenté en termes de fréquentation. Donc, on a eu beaucoup plus de clients, mais ton panier baisse. Et il a baissé. D'accord. Mon panier moyen a baissé. Donc je pense que ça, c'est le cas pour tout le monde. Ensuite, ce que les restaurateurs ont encore eu un peu de mal à comprendre, et nous, on a souvent la demande ici, et du coup, on a de plus en plus de restaurateurs qui viennent nous voir pour ça, c'est que souvent, quand on va au resto, on a quand même envie de se faire plaisir, et que effectivement, si c'est pas typiquement au mois de janvier, il y a beaucoup de personnes qui font le mois sans alcool. Hein, nous, on le constate ici. C'est des personnes qui vont quand même aller au restaurant, et souvent ils nous demandent est-ce que vous connaissez des restaurants où il y a une bonne carte sans alcool. Parce qu'on touche au fond du truc là. Parce qu'en fait, ils vont quand même consommer, mais juste souvent il y a rien à consommer. Mais voilà. Donc la carte des vins, c'est que voilà, c'est ça. Vous prenez aussi, si vous voulez pas du vin, vous avez une carafe d'eau. C'est aujourd'hui, moi c'est ça, et je pense que les gens qui nous écoutent doivent le comprendre. Aujourd'hui, un restaurateur qui regarde, un chef qui regarde sa carte et qui voit que en dehors du vin, la seule chose qu'il a proposé, c'est de l'eau ou du coca ou un Perrier, eh ben peut-être qu'il passe à côté de quelque chose, d'une opportunité déjà. Ah mais clairement. Et en plus même culturellement, économiquement, c'est un terrain de jeu génial en plus. Mais c'est un truc à investir. De création aussi, hein, parce que évidemment ils peuvent acheter des produits tout faits, mais comme on disait tout à l'heure, ne serait-ce que proposer peut-être un kombucha maison, ça ferait déjà la différence, je pense. Comme à un moment donné, on voyait beaucoup de thé glacé, mais qu'on oublie un peu les sodas et les virgines, je ne sais quoi, industriels, bourrés de sucre et tout. En plus, voilà. Donc voilà, c'est pas ce qu'un adulte vient chercher. Nous, par exemple, petite anecdote, on enregistre le podcast aujourd'hui, on est le 20 janvier. En fin de semaine dernière, on a 2 restaurants qui normalement nous passent une commande par mois, qui sont revenus en urgence faire un réassort parce qu'ils avaient déjà tout vendu. Parce que forte demande en dry, et ils me disaient on a vendu plus d'accords. Par exemple, on a un resto étoilé avec lequel on travaille, ils m'ont dit on a vendu plus d'accords sans alcool que d'accords avec alcool à date. Donc c'est assez flagrant. Avoir une offre sans alcool, ça attire.
Avoir une bonne offre sans alcool, ça attire le client, notamment au mois de janvier, où les gens ont quand même encore des événements, des retrouvailles, des choses, et ça se vend. Ça se vend même dans des restos étoilés. Donc, n'importe quel resto pourrait avoir une belle offre. Il faut vraiment se dire que si on y met autant de soins et d'envie que sur le vin, ça se vendra. Il n'y a pas de doute. Et puis, il y a plusieurs manières de l'aborder, parce que quand j'entends parler, moi, je repense à Alexandre Mazia, qui fait des accords fabuleux avec le thé, qu'on trouve aujourd'hui en bouteille. David Bizet, ici, à l'Oiseau Blanc, propose, en l'occurrence, une gamme. Il fait appel à des kombuchas. Il fait maintenant, avec l'Archipel, je crois, des kombuchas pour sa maison, et c'est super. Et il y a moyen de traverser tout le menu et toutes les séquences avec des kombuchas et autres, je sais plus, il doit y avoir d'autres boissons, mais principalement des kombuchas. C'est hyper intéressant. Ils sont nombreux, les chefs, en tout cas étoilés, à commencer à adopter cette démarche et à le voir en plus comme un terrain de jeu hyper intéressant. Mais en vrai, on n'est même pas obligé de les faire soi-même. On pourrait déjà composer avec des gammes existantes. Bien sûr. Moi, j'avais beaucoup échangé avec Xavier Tuisa avant qu'il quitte le Crillon. Il y a des sommeliers comme ça qui sont passionnés et qui justement poussent la créativité au max. Mais lui, il me disait, nous ici, on produit pas, on achète des produits déjà faits. Alors, on cherche, on source des beaux produits. Les seules choses qu'ils faisaient, c'était des thés à la minute, quoi. Et ils avaient réussi à créer une carte et un accord incroyable. Mais c'est parce que il faut vraiment avoir cette démarche, faire et y croire. Y croire. Et mais comment on peut ne pas y croire aujourd'hui? Bonne question. Quand il y a ces chiffres. Continue de penser que c'est une tendance, c'est un effet de mode. Mais moi, j'y crois pas du tout. Non, moi non plus, j'y crois pas. Je pense que c'est là pour durer. Oui. Mais comme le plat végétarien est devenu un standard sur toutes les cartes des restaurants, demain, le sans alcool. C'est pas encore, hein, là, pas pardon d'élargir le spectre. Pas encore en France. Il y a énormément de restaurants et de la même manière que j'invite les chefs et les restaurateurs à justement s'intéresser à des alternatives à l'alcool, à leur carte, et de passer d'une carte des vins à une carte des boissons, le plat végétarien est encore parfois complètement absent de nombreuses cartes en France, et faut que ça change. En tout cas, il y a 10 ans, c'était pas le cas. Quand on demandait un plat végétarien, juste on nous enlevait c'était la garniture. Quoi. Il restait 3 légumes dans l'assiette. C'est ça. Aujourd'hui, on trouve quand même pas mal de choix. Et donc, je pense que c'est ce qui va arriver avec le sans-alcool. Mais plus vite, ils comprendront ce qu'il y a à gagner et plus vite, ils gagneront, j'ai envie de dire. Donc, il faut vraiment se dire que c'est pas... en aucun cas, on se contredit ou on se vend au diable. Enfin voilà, on entend des choses parfois, c'est difficile. Hein. Il y a beaucoup pour qui c'est vraiment difficile. Genre c'est blasphème quoi. C'est le truc qu'il faut surtout pas franchir cette ligne. Mais que ce soit les vignerons ou que ce soit des restaurateurs, c'est pour eux ça peut être vraiment difficile parce que le regard de la communauté des restaurateurs ou des vignerons autour, c'est pas toujours facile. Pour eux, j'ai été à Périgueux au salon du livre gourmand et j'ai rencontré là-bas aussi des professionnels qui m'ont posé beaucoup de questions sur ce type de boisson et qui hésitaient encore à les proposer ou pas, à les mettre à la carte ou pas parce que comment est-ce que ça va être perçu? Faut vraiment se dire que faut avoir le courage de proposer ça parce que honnêtement moi je le vois, ça fait 3 ans, on a tout à gagner et plus on proposera des choses innovantes, créatives, différenciantes aux clients et plus ils viendront. Moi j'aime bien, je suis content de vous avoir réunis là parce qu'il y a quelque chose d'assez réjouissant dans ce que vous dites l'une et l'autre en fait. C'est que en fait il faut faire une place, que la place elle va se faire, qu'elle doit se faire et qu'en aucun cas l'alternative est un remplacement. Ce que tu décris là, c'est pas que le mot alternative en plus. Ouais. Ah oui c'est vrai. Pour moi c'est un choix en plus en fait. Oui, alors oui, c'est pas un choix. C'est pas un choix par défaut. Ouais, ok. Voilà. On n'évite pas. C'est une carte en plus à jouer. C'est une carte en plus. Non mais Sarah corrige, elle fait bien. Alors je reformule cette histoire et c'est encore plus réjouissant. Mais t'as raison. Mais c'est vrai que moi souvent je dis aux gens, je dis mais regardez tous ces choix que vous avez en fait. Vous voulez vraiment les voir comme des choix en plus. Oui. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont se laisser tenter et d'autres pas, mais en fait elles auront le choix. Ouais, ça, exactement. On élargit le champ des possibles. Exactement. En reformulant, ça fait des lignes en plus sur la carte des boissons. Ça n'enlève pas de lignes au vin. Il y aura toujours des gens et
c'est Exactement. super pour boire du vin, le consommer Bien et sûr. l'apprécier dans un repas. Mais il y aura aussi des alternatives en plus à la carte, non plus des vins, mais la carte des boissons. Ce serait bien de changer aussi l'appellation. Ouais, carrément. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça. Par exemple, nous ici, on parle jamais de mocktail. Ah ouais. On parle de cocktail sans alcool. Tout à fait. Parce que Pourquoi dans le inventer, cocktail, on rajoute, on y met un spiritueux sans alcool, enfin une base de spiritueux équivalent. Et donc du coup, on n'est pas en train de faire un mélange de jus de fruits et C'est de ça. sirop, quoi. Donc voilà, il faut élever tout ça au même rang que ce qu'on connaît déjà. Il y en a beaucoup qui aiment parler de gastronomie liquide et moi j'aime assez parce que finalement c'est ce qu'on essaye de proposer aujourd'hui. Eh ben merci, ça rajoute une carte en plus. Chers amis qui nous écoutez, réagissez, laissez-nous des commentaires, parlez-nous de votre expérience. Vous êtes nombreux à nous écrire sur Instagram, notamment sur notre compte. Si vous êtes chef et restaurateur, parlez-nous justement des difficultés que vous pouvez trouver, des freins que vous y voyez, ou si vous avez exploré cette voie, justement, faites-nous part de cette expérience. Là, il y avait 2 expertes, l'une donc qui a sa cave déjà vue là où on est. Merci de nous avoir accueillis. Mais merci à vous d'être venus ici. Et En plein Paris, rue Popincourt. N'hésitez pas à passer, à nous écrire, à nous contacter. On adore accompagner les professionnels là-dedans parce que j'ai bien conscience que c'est pas toujours simple. C'est pas Ouais. simple de choisir, c'est pas simple de se dire allez on y va. Donc on fait tout pour simplifier les démarches. Trop bien. Sarah, elle vous rajoute une carte en main dans votre jeu. C'est génial. Et Audrey, merci beaucoup. Wine Paris, c'est donc tout bientôt. Exactement, du 9 au 11 février. Quand le Dry January sera passé, on pourra Exactement. repenser. Wine Paris, mais pas que. Venez surtout pour Binot. Donc. Trop bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec moi. Merci. Au fil de cet échange, une idée s'impose sans jamais être assénée. Boire autrement, c'est pas renoncer. C'est pas se priver. C'est élargir le champ, se donner d'autres perspectives, trouver d'autres résonances. Ce que racontent Sarah et Audrey, chacune à leur endroit, c'est une même dynamique, celle d'un plaisir qui se déplace, d'un goût qui se construit autrement, d'une table qui devient plus inclusive, plus consciente, sans rien perdre de sa générosité. On peut même, je crois, en adoptant cette tendance, gagner en créativité. Pour les restaurateurs, ce n'est pas un détail, c'est un nouveau terrain de jeu. Économique, créatif, culturel, un espace où l'on ne remplace pas le vin, mais où l'on ajoute des choix, où l'on permet à chacun de rester pleinement dans le moment. Et peut-être que c'est ça, au fond, le cœur de la discussion. Continuer à faire du restaurant un lieu de partage, où personne n'est mis de côté, où le plaisir ne se réduit pas à un automatisme, mais devient une décision, un choix de goût. Merci à Sarah Missaoui pour son regard et pour son accueil. Allez faire un tour rue Popincourt à Paris. Moi, après l'enregistrement, j'ai rempli mon panier. Il y a des propositions extraordinaires que je teste depuis chez moi et j'adore ce que je découvre grâce à toi, Sarah, chaque jour. Merci aussi à Audrey Marquessa pour son expertise et rendez-vous à Wine Paris pour découvrir justement tout ce monde du sans-alcool, mais pas que. C'est du 9 au 11 février prochain à Paris, porte de Versailles. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Réagissez sur les réseaux, sur les plateformes, envoyez-moi des messages sur Instagram. À propos de ce talk, merci de l'avoir écouté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode vendredi avec Chef d'entreprise. Vous le savez, vendredi, c'est le jour de l'entrepreneuriat sur Chef. Et lundi prochain, avec un nouveau portrait, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!